Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Chaos Global, le journal télévisé hebdomadaire du Courrier des Stratèges qui vous décrypte l'important de l'actualité. C'est le dernier numéro de mars puisque la semaine prochaine ce sera le lundi de Pâques et nous faisons la trêve pascale. Donc nous nous retrouverons au mois d'avril et nous allons essentiellement aujourd'hui encore vous parler, comme la semaine dernière d'ailleurs, d'Ukraine, mais on va peut-être dire trois mots quand même par solidarité avant tout avec les civils, les enfants, les familles palestiniennes qui sont décimées par Israël. Trois mots sur la situation à Gaza. Oui, on a un bras de fer entre Netanyahou et les Américains et sur le terrain on a une espèce de chaos, c'est-à-dire que l'armée israélienne s'est mise à faire vraiment n'importe quoi. En particulier, aujourd'hui, on a non seulement l'hôpital de Rafah, mais on a deux autres hôpitaux qui sont assiégés par l'armée israélienne. Il y a des scènes insoutenables de massacres de civils. Je pense qu'en fait, l'État israélien, en tout cas le gouvernement actuel, le gouvernement Netanyahou, est en train de sombrer dans une espèce d'anomie totale. Et comme les Américains n'arrivent pas à imposer aux Israéliens de renoncer définitivement à Rafah, on est dans l'entre-deux. On en reparlera tout au long de cette semaine dans le Courrier des Stratèges. On fera d'ailleurs un papier sur le dernier livre de Bernard-Henri Lévy qui explique que, une fois de plus, que seuls les Juifs sont persécutés dans le monde et que c'est le seul peuple persécuté. On parle quand même essentiellement aujourd'hui de l'Ukraine et de la Russie puisque, vous le savez, c'est un sujet qui est en pleine agitation, ébullition et en pleine escalade. Alors évidemment, on ne peut pas commencer ce journal sans parler de l'attentat à Moscou, attentat sanglant qui a quand même beaucoup ébranlé le monde entier parce que... 140 morts. 140 morts. Qu'est-ce qu'on peut dire des conditions de déroulement de cet attentat à ce stade, Édouard ? D'après toutes les informations qui ont été diffusées, et on imagine que le pouvoir russe en garde pour soi, mais qui ont été diffusées, on comprend qu'il y a un groupe de 4 hommes, mais sans doute avec une quinzaine de complices, qui avaient effectué des reconnaissances. Ça avait été extrêmement préparé. Ça a été fait comme une opération commando. C'est là que certains ont fait le rapprochement avec le Bataclan en 2015, en novembre 2015 en France. On sait que les 4 auteurs ont été rattrapés, arrêtés, et on sait qu'ils l'ont été alors qu'ils étaient à quelques dizaines de kilomètres de la frontière ukrainienne. Alors, au-delà de ça, il y a une revendication qui a été faite au nom d'une des branches de l'État islamique, de Daesh, et qui a conduit chez nous beaucoup à dire ça y est, l'islamisme est de retour, qui a rendu plus sceptiques des observateurs à travers le monde qui disent est-ce que Daesh n'est pas le faux-né d'autres acteurs qui auraient commandé l'attentat? Alors concrètement, qu'est-ce qu'on sait de l'origine de ces 4 terroristes? Des images ont circulé très violentes qu'on n'a pas rediffusées sur le fil Telegram du Courrier des Stratèges, même si on a fait un effort de diffusion un peu régulière d'images inédites. Des images ont circulé de leur interrogatoire. De l'après de leur interrogatoire, oui, ils sont amochés. Alors moi j'ai entendu des images qui se prétendaient être l'enregistrement sonore. Aussi, oui. Tu l'as entendu aussi, tout à fait. des cris des interrogés. Et puis j'ai vu la scène où on coupe une oreille. Tu as pas vu ça? Non, ça j'ai pas vu. Mais j'ai vu une scène. Effectivement, c'est le visage qu'on a ensuite présenté avec un bandage autour de la tête. Le bandage s'explique parce qu'ils lui ont coupé une oreille à vif et ils lui ont donné à manger pour le faire parler. Ce qui est une méthode d'interrogatoire peu orthodoxe par rapport aux méthodes que nous pratiquons, nous, par exemple. Disons que la différence entre les Américains à Guantanamo et les Russes, c'est que visiblement les Russes, là, ne se cachent pas des mauvais traitements infligés à leurs prisonniers. Ils en ont même fait, pour certains en tout cas, mais nous on ne les a pas diffusés d'abord parce que moi je ne connais pas l'origine de ces images. Je coupe le téléphone, je ne vais pas couper. Je ne connais pas l'origine de ces images, donc j'ai hésité à les diffuser. Mais effectivement, ils font de la terreur contre le terrorisme. C'est pour faire peur. C'est pour faire peur. On sait que les 4 individus interpellés sont des Tadjiks. Après ça, il est difficile de savoir exactement le parcours qu'ils ont suivi. Est-ce qu'ils ont été recrutés directement au Tadjikistan, venant à Moscou, avec simplement ensuite la possibilité de s'enfuir vers l'Ukraine?
on n'en sait pas beaucoup parce que le pouvoir russe ne dit que ce qu'il veut bien dire. Ce qui après tout peut se comprendre dans le cadre d'une enquête d'antiterrorisme. Voilà, moi c'est ce que j'ai lu en tout cas. Alors moi je voudrais faire passer un message, puisque vous l'entendez, ça va tellement vite d'abord qu'on ne peut pas se concerter sur tout, sinon on est en retard. Moi j'ai fait attention aux manipulations de tout genre et de tous les camps qui existent. Alors, bien entendu, on sait qu'il y a de la propagande américaine, ukrainienne qui ne donne pas dans le détail, mais il y a aussi une propagande russe, et pour ma part, donc, j'ai fait attention à ne pas diffuser d'images. J'étais très... Est-ce que toi aussi, tu as été ce week-end très sollicité par des amis qui t'ont beaucoup parlé de Russie et t'ont beaucoup envoyé des informations venues de Russie? Moi, j'en ai reçu des... Ah oui. Je n'ai pas tout... Non, j'ai pas eu... moi, je me suis contenté de croiser beaucoup de fils Telegram et avec aussi d'aller voir ce que disaient les spécialistes du terrorisme, ceux qui analysent le terrorisme. Et d'ailleurs, il y a, pour l'instant, les vrais spécialistes sont prudents. Ils disent pas grand-chose parce que on ne sait pas grand-chose. Je me suis contenté de pester, si j'ose dire, contre cette classe politique française qui a sauté à pieds joints dans la propagande, là pour le coup, américano-ukrainienne sur l'État islamique, etc. D'ailleurs, ce qui est un bon prétexte pour ramener le danger islamiste sur le devant de la scène politique. Quand il y a un problème, il suffit de dire que c'est les Arabes. Si toi tu sais pas pourquoi, eux le savent sans doute. Oui, surtout quand ils sont tadjiks. Surtout quand ils sont tadjiks. Oui, c'est la même chose. Évidemment, on plaisante. Qu'est-ce qu'il faut penser de cette information sur le Tadjikistan ou l'ambassade d'Ukraine, que tu as sans doute vu, où on prétend que l'ambassade d'Ukraine au Tadjikistan avait lancé un appel à pratiquement une espèce d'appel d'offres pour recruter des terroristes au Tadjikistan. Alors je crois qu'il faut comprendre, ça nous ramène aux fondamentaux du conflit en Ukraine. Il faut comprendre que non seulement les États-Unis soutiennent l'Ukraine et l'Union européenne soutient l'Ukraine, mais la CIA et les autres services américains sont très actifs depuis avant la guerre d'Ukraine. Rappelons-nous la tentative de coup d'État au Kazakhstan début 2022 pour essayer de retourner ces pays contre la Russie, contre finalement c'est des pays de l'ancienne Union soviétique, on essaye de les mobiliser et surtout, je crois qu'il faut dire les choses là, allons jusqu'au bout de ce qui n'est pas audible par certains, il y a en Russie un modèle de coexistence avec les musulmans et qui a l'air de fonctionner à peu près. Or, je crois qu'une obsession des services occidentaux, c'est de créer des attentats qu'on puisse attribuer aux musulmans pour que les autres communautés religieuses ou ethniques en Russie se retournent contre les musulmans. Parce que, quand même, ça ne va pas un pays où on coexiste avec les musulmans. Alors, je fais de l'ironie, mais je crois que c'est très important. Ensuite, on sait... Alors, on a beaucoup parlé, par exemple, des combattants tchétchènes du côté russe, avec Kadyrov, mais on ne montre pas qu'il y a des combattants tchétchènes ou autres, tadjiks ou autres, musulmans du côté ukrainien aussi. Il y a des mercenaires qui ont été recrutés là-bas. Donc concrètement, tu crois ou pas à cette information selon laquelle, quel degré de fiabilité peut-on accorder à cette information selon laquelle l'ambassade d'Ukraine au Tadjikistan aurait lancé un appel sur internet à venez chez nous, vous deviendrez terroriste. On nous a montré des captures d'écran en nous disant que ces images avaient été retirées par l'ambassade d'Ukraine. Donc, moi, je ne mettrai pas ma main à couper sur ce sujet-là. Simplement, je constate une chose, c'est que on savait très peu de choses sur l'attentat, que les États-Unis affirmaient déjà très fort que ce n'était pas l'Ukraine qui était responsable, ce qui est quand même un peu curieux. Et puis, je constate aussi qu'il y a un certain nombre de dirigeants ukrainiens qui sont d'ailleurs parmi les seuls dans le monde à s'être réjouis du malheur qui arrivait à la population russe à Moscou. Donc, je constate que tout ça ne pointe pas vers une innocence absolue des Ukrainiens dans cette affaire. On a aussi parlé, et ça fait l'objet notamment des messages qui ont circulé, je parle des messages qui ont circulé quand je l'ai reçu de plusieurs sources, de gens qui m'ont dit est-ce que c'est vrai ou pas. Je dis tiens, ça veut dire que il y a quand même une espèce de flot d'informations qui est organisé. On dit que en 2018-2019, l'Ukraine avait été considérée comme le refuge
d'un certain nombre de gens d'ISIS ou de terroristes islamistes. Est-ce qu'il faut ajouter foi à cette information? De même qu'il y avait dans les années 90 des gens proches d'Al-Qaïda en formation en Bosnie, lorsqu'il y avait la guerre civile là-bas. Je pense qu'il faut se rappeler quand même que avec la guerre d'Afghanistan, les Américains ont lancé l'équipement d'un certain nombre de mouvements se définissant comme musulmans radicaux et luttant pour le djihad. Et puis, ces mouvements-là, à certains moments, se sont institutionnalisés et la CIA régulièrement en a suscité d'autres plus radicaux. Et c'est comme ça qu'on arrive à Daesh. Et Daesh, alors il arrive que la créature échappe à ses créateurs, hein, c'est très fréquent. J'ai fait mon article là-dessus hier sur Frankenstein. Le monstre échappe à Frankenstein. Mais je pense qu'aujourd'hui, les gens dont nous parlons sont plutôt des mercenaires et qui se recyclent volontiers là où il y a des conflits, et je pense que les services américains, britanniques, israéliens n'ont aucun scrupule à recruter ces gens-là quand ils pensent que ça permet d'entretenir une déstabilisation. Alors, concrètement, et on reviendra après sur les questions européennes qui sont étroitement liées à ce sujet, quelle est selon toi, quelles sont les portes de sortie, les réactions possibles que Poutine peut avoir vis-à-vis de cet électrochoc terrible pour la population russe? Alors, la première chose, je crois, c'est que l'intention derrière cet attentat est sans aucun doute de faire sortir le pouvoir russe, et Poutine en premier, de ses gonds. Et il y a eu d'ailleurs ce grand titre du Télégraphe, les Britanniques, le gouvernement britannique disant à Poutine ne saisissez pas ce prétexte pour frapper plus l'Ukraine. Donc on voit bien que l'état d'esprit... Ça ressemble à un aveu. Voilà. Donc la première question, c'est de savoir effectivement avec quelle dureté les Russes vont réagir. En réalité, il faut prendre l'attentat de Moscou dans un ensemble. Il y a eu samedi soir des frappes très dures sur la Crimée, avec une tentative de saturation des défenses russes, et d'ailleurs il y a eu des missiles qui ont réussi à percer le bouclier russe et qui sont tombés en plein cœur de Sébastopol, et il y a eu aussi une attaque au même moment sur Belgorod, et puis il y a toute la discussion sur l'envoi de troupes russes, otaniennes, de troupes européennes en Ukraine contre les troupes russes. Et je crois que tout ça est fait pour créer un climat qui vise à pousser la Russie à devenir beaucoup plus dure. Alors, si on reboucle avec ce qui se passe de l'autre côté du mur, j'allais dire, il y a eu un Conseil européen où on a parlé d'Ukraine, on a aussi parlé d'Europe de la défense, puisqu'on voit bien que le mouvement qui se produit, c'est que les Européens anticipent la victoire de Donald Trump aux élections du mois de novembre, et donc partent du principe qu'ils vont devoir faire avec une Amérique beaucoup plus isolationniste. Trump ayant répété qu'il soutiendrait l'OTAN si les Européens payaient leur défense, qui quand même va être compliqué à tenir les deux en même temps. Et donc les Européens se préparent à cette échéance, puisqu'il y a dans le Conseil européen, on a évoqué ce que Emmanuel Macron appelle la boussole de la défense, de mémoire, et donc ce projet de renforcement de la défense européenne, et on a parlé Ukraine. Comment tu as senti l'engouement des Européens pour le soutien à Zelensky dans ce Conseil européen? Alors, est-ce que je peux faire une toute petite parenthèse, parce qu'il y a une perle dans le compte-rendu français. Je suis tombé sur le paragraphe 10 des conclusions, dans lequel il est dit que l'on va soutenir les capacités répressives de l'Ukraine dans les territoires libérés. Dans la version française. Dans la version française. Alors, je me suis dit, tiens, quel aveu. Alors je suis allé regarder la version anglaise, et c'est pas les capacités répressives, c'est les capacités de law enforcement, c'est-à-dire la capacité à faire respecter le droit, la loi, c'est-à-dire les forces de l'ordre. Donc on va soutenir les forces de l'ordre ukrainiennes. Bon, alors ça en dit long sur le fait que, d'abord, c'est le texte anglais qui est l'original. Ensuite, on utilise un logiciel de traduction. Ça n'est pas relu, et en particulier, les Français ne relisent pas, alors que le français est une langue officielle de l'Union européenne. Et que le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union, disons-le. Voilà, c'était la perle du jour. Et donc, au-delà de ce point qui méritait d'être noté, comment tu sens l'engouement européen pour le soutien à Zelensky? Alors,
Et Emmanuel Macron a réussi à faire passer un bout de phrase qui était que le soutien à l'Ukraine devait durer aussi longtemps que nécessaire et il devait être mené aussi intensément que nécessaire. Alors, je pense que ça, c'est l'idée de garder au feu la possibilité d'envoyer des troupes. Moi, le sentiment que j'ai lu en lisant, c'était que le texte est un compromis un peu bâtard entre ceux qui veulent envoyer des troupes, comme Macron, et puis ceux qui ne le veulent absolument pas. Et donc, on a trouvé une formule de compromis. En revanche, je suis très frappé par les éléments qui mentionnent la volonté d'assurer la sécurité de la mer Noire. Et ça, je crois que le conflit ukrainien va se focaliser de plus en plus sur Odessa, sur Odessa et sur la mer Noire, sur la question de savoir si l'Ukraine gardera un accès à la mer ou pas, étant donné que les Russes auront vraisemblablement d'ici 6 mois militairement la capacité d'occuper toute l'Ukraine jusqu'à la Transnistrie, le long de la côte de la mer Noire. Alors, les Européens vont-ils aller jusqu'au conflit pour essayer de maintenir Odessa comme une ville libre ou comme une ville ukrainienne? Ça va être le sujet. Alors, on notera quand même que dans ce Conseil européen, le Conseil n'a pas décidé d'une nouvelle enveloppe d'aide à l'Ukraine. Il renvoie au Conseil des ministres des armées européens le soin de définir l'aide qui doit être apportée à l'Ukraine. Mais ça signifie quand même qu'il y a un certain nombre de pays qui ne sont plus très enclins à financer la guerre en Ukraine et en tout cas à financer l'aide à Zelensky. Il y a aujourd'hui quand même des tensions internes qui montrent que l'Europe est un peu en panne. Et à commencer par le gouvernement allemand, qui est très divisé sur le sujet, avec une situation paradoxale, d'ailleurs, parce que les libéraux, d'un côté, reprochent à Scholz de ne pas en faire assez pour l'Ukraine, mais en même temps ne veulent rien dépenser. Et par ailleurs, petit scoop, à Berlin actuellement, on parle beaucoup d'un changement de gouvernement, c'est-à-dire d'élections anticipées. C'est-à-dire que Scholz est très mis sous pression. Est-ce que c'est parce qu'il a été trop modéré sur l'Ukraine? En tout cas, voilà, les chrétiens démocrates se préparent. Alors, quand même, dans tout cela, si on admet l'hypothèse que les élections européennes qui approchent risquent quand même de se traduire par une poussée populiste, comme on dit, comme disait Steve Bannon à l'époque, le parti populiste, est-ce qu'on peut imaginer quand même que pour ressouder le bloc des normistes, le bloc conformiste, l'Union européenne, et pour éviter une débâcle électorale, notamment des libéraux, à la Breton, est-ce qu'on peut penser qu'une internationalisation du conflit en Ukraine, une escalade dans l'affrontement avec Poutine, ne ferait pas le beurre du bloc conformiste qui pourrait dire « nous sommes en guerre, ou vous êtes avec moi, ou vous êtes contre moi ». Est-ce qu'il n'y a pas cette tentation de se dire « une crise nous arrangerait bien ». Alors ce qui est difficile à mesurer, c'est y a-t-il une théâtralisation d'un possible affrontement direct avec la Russie, mais les uns et les autres n'étant pas dupes et se disant on va faire ça pour les raisons intérieures, c'est-à-dire pour cliver, pour rejeter les partis populistes qui sont forcément du côté de Poutine, etc. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est qu'il y a de véritables pulsions de violence, véritablement nihilistes, on pourrait dire, qui ont envie d'en découdre, parce que notre système occidental, et en particulier européen, à bout de souffle, endetté, finalement pratiquerait la fuite en avant. Quand on regarde bien Emmanuel Macron, c'est difficile de trancher entre les deux hypothèses. Il est très manipulateur, mais il a aussi indéniablement un fond de violence qui cherche souvent à s'exprimer. La photographie en train de boxer, voulant l'exprimer. Je ne peux pas trancher définitivement, mais nous allons vivre des semaines très dangereuses. Bon, moi ce que je note en tout cas, c'est qu'il y a aujourd'hui un discours qui se développe dans la presse de la caste pour dire attention, il va y avoir une vague populiste aux élections européennes et ça ne fait le bonheur de personne
ce camp-là. Et je note par ailleurs que aux États-Unis, la situation est en réalité paradoxale, puisque on n'en parle pas assez. Mais d'abord, économiquement, les États-Unis sont dans une forme extraordinaire et nous laissent loin derrière, ce qui montre que leur stratégie de découplage fonctionne et qu'ils nous appauvrissent et ils s'enrichissent. Mais il y a aussi cet autre paradoxe qui est que, alors que Donald Trump apparaît à peu près invincible aujourd'hui et donné gagnant pratiquement par acclamation du peuple, il fait une mauvaise campagne de collecte de fonds. Il a collecté 2 fois moins de fonds que Joe Biden. Et au fond, on peut se dire que raisonnablement, il y a un parti qui est un parti de la guerre, un parti des néoconservateurs, qui est assez actif aujourd'hui dans le monde occidental, qui n'a pas dit son dernier mot aux États-Unis, et qui pourrait aussi dire à Macron: prends le lead, tu vois bien que Biden est un peu gâteux, ton temps est venu, c'est ton moment, prends-le, saisis l'opportunité. Est-ce qu'il n'y a pas cette tentation chez Macron d'occuper un siège laissé vide par Joe Biden? C'est la thèse que nous avons défendue dans le courrier. Je l'ai illustré tout en soulignant que vraisemblablement Macron sera le pigeon des Américains, c'est-à-dire que bien sûr les néocons n'ont pas dit leur dernier mot, pour autant il y a un jeu actuellement très compliqué et de check and balance au sein de ce qu'on appelle l'État profond américain. Il y a aussi des signes en sens contraire qui sont envoyés. Par exemple, un message très formel à Zelensky jeudi ou vendredi dernier lui disant: arrêtez de bombarder les installations pétrolières russes qui sont atteignables par les missiles ukrainiens. Il y a d'autre part, on pense aujourd'hui que la fameuse fuite d'une conversation entre généraux allemands sur des missiles qui iraient frapper le pont de Crimée, ce sont des Américains qui l'ont fait fuiter, c'est-à-dire le parti, on va dire, de la raison d'État, et disant n'allons pas trop loin dans la guerre avec la Russie. Donc il y a des forces qui s'affrontent, et c'est sans doute Trump et Biden qui polarisent ça sur le plan politique, mais je pense qu'au Pentagone sont des forces réelles, et Macron joue cette carte en disant je vais me mettre en avant comme ça. Il peut se retrouver aussi seul en avant, un peu comme le capitaine de l'armée italienne dans l'histoire célèbre, et avec tout le monde qui dit bravo, bravo. En tout cas, on retient que par conséquent la France s'est mise en niveau d'alerte terroriste maximal, et qu'à quelques mois des Jeux Olympiques, tout ça est aussi assez peu prometteur. C'est-à-dire qu'on peut se dire que nous entrons dans une phase de perturbations fortes et de risques sociaux internes accrus. Militairement, la situation en Ukraine, elle est comment? Alors, militairement, je voudrais simplement faire part des commentaires très méchants, très critiques dans le monde entier sur les capacités de l'armée française à assurer en Ukraine. C'est pas Macron s'est quand même tiré une balle dans le pied, c'est-à-dire qu'il a exposé la faiblesse de l'armée. Moi, ça me fait pas plaisir de dire ça, mais c'est tous les commentateurs du monde disent c'est pas sérieux de menacer la Russie quand on n'a que 200 têtes nucléaires. Bon, et que 20 000 hommes à envoyer. Dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas. La situation militaire sur le terrain, elle continue à son rythme, c'est-à-dire que les Russes continuent leur percée depuis Avdiivka, semblent se préparer au niveau de Kharkov pour avancer plus. Il y a surtout une intensification des bombardements sur les infrastructures électriques depuis 3 ou 4 nuits, et avec la ville, Kiev a été assez touché, Kharkov a été pendant une journée sans électricité, depuis la nuit dernière c'est Odessa qui a de grosses perturbations, et d'autre part les Russes bombardent systématiquement les dépôts de matériel livrés par l'OTAN. Ensuite, il y a une polémique qui est en train de naître sur les pertes ukrainiennes sont-elles encore plus élevées que ce qu'on imaginait. Un général polonais dit qu'on est peut-être au million de morts. Alors, je ne reprends pas cette information à mon compte, je dis simplement le fait qu'un général polonais dise ça prouve qu'il y a une énorme inquiétude dans les milieux otaniens sur la capacité de l'armée ukrainienne à mobiliser et à affronter la Russie dans les semaines qui viennent.
J'avais retenu, mais peut-être me suis-je trompé, que la pression russe par des bombardements sur les infrastructures ukrainiennes était aussi une réponse à l'envoi de drones ukrainiens sur des ressources énergétiques, notamment des dépôts de pétrole russes. Tout à fait. Il y a effectivement un certain nombre de tirs de drones qui ont été faits, soit sur des zones civiles, soit sur des installations pétrolières ou des dépôts pétroliers. Et effectivement, surtout avec l'aide de la logistique anglo-américaine, les Ukrainiens ont certaines capacités de frappe un peu en avant dans le territoire russe. Il n'empêche que pour moi, la grande vulnérabilité du dispositif russe, c'est la Crimée, c'est Odessa, pour une raison très simple, c'est que c'est, je crois, la grosse erreur faite par les Russes d'anticipation dans le cas d'une guerre longue. Ils n'ont pas transféré suffisamment de leur marine en mer Noire, et comme la convention de Montreux de 1936 a joué rapidement, Erdogan a dit qu'aucun navire militaire ne pouvait passer à partir du moment, ni ukrainien ni russe, à partir du moment où il y avait un état de guerre. La flotte russe de Crimée est peu nombreuse, vulnérable en particulier aux tirs de missiles ukrainiens, comme on l'a vu à Sébastopol. Est-ce que tout ça signifie, je sais que tu es plus optimiste que moi, est-ce que tu penses qu'il y a un risque d'embrasement mondial, et notamment un risque de conflit nucléaire qui augmente fortement en ce moment à cause de cette guerre en Ukraine? Alors je suis peut-être devenu plus pessimiste ces derniers jours. Je constate qu'il y a un parti de la guerre qui ne décroche pas. On vient de parler de l'Ukraine. Ce parti de la guerre ne décroche pas non plus en Israël, et pour soutenir les livraisons de bombes aux Israéliens ne s'arrêtent pas malgré la pression faite pour qu'ils n'envahissent pas Rafah. Puis surtout, on a eu une information la semaine dernière, en tout cas elle a été rapportée chez nous la semaine dernière, il y a des commandos américains, des bérets verts, à 10 km de la frontière chinoise, puisque ce sont les positions, les îles les plus avancées de Taïwan. Au large de Taïwan, enfin, sur voilà. Une île taïwanaise. Voilà. Et ça veut quand même dire qu'il y a une volonté américaine de continuer à provoquer les trois grands adversaires, hein, qui sont les Russes, les Iraniens et les Chinois, et de ne pas relâcher la pression. C'est une fuite en avant. Donc je redis l'info parce que c'était peut-être pas clair pour tout le monde. Donc l'armée américaine a déployé des troupes de choc sur une île taïwanaise à proximité de la Chine pour officiellement entraîner les Taïwanais à résister à une attaque. Je voudrais quand même faire une petite remarque complotiste finale. Puisqu'on a beaucoup parlé d'Ukraine, mais je crois qu'on n'a pas complètement clôturé le sujet. Quand même, au moment de très peu de temps après l'attentat russe, enfin l'attentat à Moscou, le Figaro a sorti un article très complet sur le sujet, dans des délais records. Ça m'a scotché. Bah, ils sont plus doués que nous, qu'est-ce que tu veux? Faut le reconnaître. Très bien informés. Bah oui, ils ont une capacité instantanée de collecter l'information. Ça m'a quand même scotché. Alors, il faut que vous nous suiviez cette semaine. Alors, on vous annonce comme qu'on va augmenter nos tarifs, on va écrire à nos lecteurs. Et on a plusieurs dizaines de milliers d'adresses de lecteurs qui nous suivent. On va un peu augmenter les tarifs pour notamment développer notre capacité de suivi de secrétariat. Ne manquez surtout pas cette semaine, on va vous écrire ça, mais ne manquez surtout pas cette semaine un sujet, l'interview qu'on fait de Jacques Hoggard, le colonel Hoggard, sur l'histoire de l'OTAN depuis la chute du mur de Berlin pour aller vite et la montée de la stratégie otanienne et de l'impérialisme occidental vis-à-vis de la Russie depuis une trentaine d'années. L'interview paraîtra demain, ne la manquez pas sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et puis pensez à vous abonner à notre fil Telegram, c'est gratuit et il n'est pas censuré. A très bientôt. À bientôt Eric.